Aujourd'hui, nous avons avec nous en tant qu'invité Nicolas Destiendorf. Il est l'auteur d'un livre euh, récemment publié et traduit par la maison d'édition Trey FL. C'est un livre merveilleux que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman et en même temps, c'est un roman historique, on peut le dire. Alors, Nicolas Destiendorf, il est écrivain, il est journaliste qui travaille avec le groupe Figaro, Figaro littéraire, Madame Figaro, il est critique musical. Et j'ai l'impression qu'avant tout, il est amoureux. Il est amoureux un peu de tout. Amoureux de l'écriture, amoureux de Paris, amoureux de la gourmandise, parce que c'est un de vos derniers livres, Petit éloge de la gourmandise. Vous avez écrit des essais et plusieurs romans. Bonjour, tout d'abord, bienvenue. Bonjour. Merci. J'allais dire oui, le côté amoureux, oui, ça c'est… disons que j'ai beaucoup de centres d'intérêt et j'ai un peu tendance à vouloir écrire sur toutes les choses qui m'intéressent. Donc, que ce soit la ville de Paris, qui est un sujet qui me passionne depuis toujours, sujet auquel j'ai consacré pas mal de livres, notamment un dictionnaire, un guide de promenade, des livres sur certains monuments, et je continue à travailler dessus. L'opéra, qui est une de mes passions aussi. Je suis critique musicale, mais j'ai aussi écrit des livres sur l'opéra, une biographie d'Offenbach. La gourmandise, qui ça occupe une grosse partie de ma vie, surtout aux heures des repas, bien entendu. Mais je suis passionné par même l'histoire de la gastronomie, les rituels que ça implique, même d'un point de vue presque sociologique. Et puis des périodes historiques. Enfin, j'ai publié maintenant, je crois, 32 livres. Donc en une vingtaine d'années, ce qui est sûrement beaucoup trop, mais je suis assez compulsif, assez passionné, et donc il faut que ça sorte. J'ai besoin d'écrire des histoires, j'ai des histoires qui me sortent dans la tête, il faut que ça passe directement de ma tête à mes doigts et de mes doigts sur le clavier, et ensuite du clavier au livre. Donc voilà, j'ai un côté assez enthousiaste et compulsif, peut-être trop éclectique parfois. Je vois parfois les lecteurs ou les libraires ne comprennent pas toujours parce que je fais des choses qui n'ont rien à voir et je leur dis juste, mais écoutez, voilà, je suis curieux, donc j'aime jongler, j'aime passer d'un sujet à un autre, j'aime me surprendre, être surpris par des envies qui vont arriver. Donc voilà, j'aime pas trop rentrer dans un cadre. En France, on aime bien que les choses soient très cadrées, qu'un auteur fasse un même type de livre chez un même éditeur, dans un même sujet et à un rythme régulier. Moi, je fais tout le contraire. Donc voilà, maintenant, je fais ça depuis 20 ans, donc je continue à écrire des livres, donc tout va bien. Mais comme vous disiez, oui, je suis toujours amoureux des sujets que j'explore parce que c'est quand même c'est la passion qui fait quand même avancer les gens et qui fait avancer les idées. Donc voilà, moi vous avez bien résumé la chose. Ce que j'ai particulièrement aimé chez vous, c'est le fait que dans un monde de l'information où pratiquement on peut pratiquement savoir tout à n'importe quel moment, et ça se retrouve dans votre roman, Eiffel, vous dévoilez la face cachée des choses, des lieux, des histoires, la face, même concernant Eiffel, pratiquement, on a tous l'impression qu'on connaît, on sait où est la tour Eiffel, qu'est-ce que ça veut dire, mais finalement, ce n'est pas tellement évident qu'on sait. Donc, cette face cachée des choses, c'est ce qui pimente et donne du charme de toutes ces préoccupations que vous caractérisez comme éclectiques. Mais c'est ça qui est amusant, oui. Non, je voulais vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée d'écrire ce roman sur la tour Eiffel. Alors là, dans le cas de ce roman précisément, c'est une chose un peu à part parce que c'est écrit dans le livre. À l'origine, il y a un film. Donc, ce roman est inspiré d'un scénario. Donc, en fait, ce n'est pas, par rapport à mes autres romans, ça n'est pas vraiment mon histoire. En fait, on m'a donné un scénario, on m'a fait voir le film, on m'a dit voilà, à partir de ce scénario, il faut faire un roman. Donc, ce qui est un exercice de style que j'avais jamais pratiqué parce que généralement c'est en sens inverse. Il y a le roman et ensuite le film. Là, c'est à l'envers. C'est un procédé plutôt récent, ce qu'on appelle la novélisation chez nous. Et j'avais jamais fait ça, donc je trouvais ça assez intéressant comme un défi, comme un challenge de, pour le coup, mettre mes mots dans un univers qui a priori n'est pas le mien. Alors, je connais très bien Paris, j'ai beaucoup écrit dessus. Mais voilà, j'ai l'habitude d'être normalement l'inventeur de mes personnages, même si c'est des personnages réels. Là, il fallait que je m'adapte à un univers
très précis, un univers visuel très précis, puisque c'était un film. Et donc, on m'a donné le scénario, parce qu'il y a des liens entre la maison d'édition et la boîte de production, donc il fallait que ça corresponde de façon assez rapprochée à ce qu'on voyait dans le scénario et à l'écran. Mais je n'ai pas pu m'empêcher forcément de broder, parce que ce qu'on voit au cinéma, voilà, n'a pas forcément un écho immédiat dans le livre. Donc, il a fallu que je mette ma propre inspiration, disons, dans les interstices passés entre les gouttes du film pour que quand même ça devienne un livre. Et ce qui était intéressant, parce que voilà, c'est une matière qui n'était pas la mienne et que justement, il fallait que je m'approprie les personnages. Voilà, donc, et pour que le livre sorte en même temps que le film. Et le film a été un gros succès en France et je crois va aller à l'étranger. Donc, pour moi, c'est un livre un peu, j'allais dire, intermédiaire par rapport à ce que je fais, parce que je n'ai pas inventé l'histoire. Les personnages existaient déjà et je n'ai pas inventé l'histoire parce que on m'a dit voilà, c'est cette histoire d'amour. Maintenant, il faut la, en fait, comme le metteur en scène a mis en scène le film, le cinéaste, moi, je suis le metteur en mots de cette histoire. En fait, l'histoire était d'une certaine façon déjà dite parce qu'il y avait un film, Bien. mais en même temps parce que c'est une histoire vraie. Et justement, je voulais vous interroger à propos de ce rapport entre réalité et fiction, parce que de toute façon, je sais que dans vos autres romans, absolument, vous jouez sur ce mélange. C'est bien pour ça, oui, c'est bien pour ça je pense qu'on m'a aussi proposé de faire ce livre, parce que j'adore mélanger le vrai et le faux. J'ai écrit une série de romans voilà, chez un éditeur concurrent qui est la maison Albin Michel, qui est ma maison principale, où en fait, je m'attaque à des décennies. J'ai fait un roman qui se passe dans les années 40, pendant l'occupation, dans l'univers de la presse, un roman qui se passe dans les années 50, dans l'univers de l'édition, et un roman qui se passe dans les années 60, dans l'univers du cinéma, lequel est sorti d'ailleurs il y a un mois. Et je prends toujours des personnages réels que je mélange avec des personnages imaginaires, je secoue l'ensemble comme pour un cocktail, et ce qui en sort, c'est un mélange de vrai et de faux, au point que le lecteur ne sait plus exactement ce qui est vrai et ce qui est faux, mais l'important, c'est que ce soit vraisemblable, c'est qu'on y croit, c'est fabriquer du vrai avec du faux avec du vrai, pour qu'on ait l'impression que tout ça a existé, que tout ça a vraiment eu lieu, et en fait, c'est extraordinaire parce que je crée une sorte de monde parallèle avec un univers qui est réel, qui est celui des Parisiens, qui est celui des passionnés d'histoire, qui est celui de tout un ensemble d'univers réels. Et c'est là que la création littéraire se fait, c'est quand tout à coup, on tire le fil de la réalité petit à petit. Ce qui se met en place, c'est un monde totalement imaginaire, mais avec des bases réelles, et le lecteur est ballotté entre le vrai et le faux, et j'aime danser sur cette ligne de crête entre la réalité et la fiction. Alors, le roman Eiffel, le bâtiment évolue sur deux directions temporelles, disons comme ça. C'est un peu l'histoire de Gustave Eiffel. D'une part, c'est l'histoire de Gustave Eiffel lorsqu'il était jeune, 1959, autant lorsqu'il construisait le pont de Bordeaux, qui a été une de ses premières merveilles. C'était bien. Oui, il était tout jeune, il avait 26 ans. Oui. Et puis, c'est la deuxième faille temporelle, c'est l'exposition universelle, la préparation de l'exposition universelle de 1889, lorsqu'on a demandé à Gustave Eiffel de créer quelque chose pour que la France soit représentée. C'est un peu aussi, c'est un roman culturel, parce qu'il y a pas mal de personnages qui apparaissent et qui parlent, qui se prononcent autour de ce projet, qui a été un sort de scandale à l'époque, n'est-ce pas? La tour Eiffel qu'on voit aujourd'hui et qui est paisiblement posée au bord des Seines, c'était un scandale à ce temps-là, n'est-ce pas? Ça a fait un scandale monstrueux, c'est-à-dire que à l'origine, il y avait toute une série de projets, et le projet d'Eiffel, qui était censé effectivement représenter la France à l'exposition universelle qui se passait à Paris, a fait c'est-à-dire, au départ, les gens ont dit pourquoi pas, et puis quand ils ont commencé à voir cette chose énorme qui grimpait, allait bien au-delà du toit des immeubles, les gens ont dit mais ce type est fou, c'est laid, ça ne sert à rien. Et il s'est mis à avoir des pétitions de plein de grands artistes français qui ont dit mais on ne veut pas. Il y avait des poètes, il y avait des écrivains. Ça a fait un scandale monstrueux, et Eiffel
tenait, Eiffel tenait bon, et en plus il y avait des problèmes, c'est ce qu'on voit dans le film et dans le livre. Il y a eu des grèves, il a eu des problèmes d'argent, il a mis ses propres fonds pour y arriver, et il a tenu, c'est vraiment de l'énergie, c'est de la volonté, il a tenu bon, et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis ce qui était censé être une chose éphémère, c'était censé être démonté ensuite, comme tous les autres pavillons, ce qui était censé être éphémère et ce qui a fait hurler les Parisiens est devenu au fil des années, le symbole absolu de Paris et de la France dans le monde entier. On montre la Tour Eiffel, les gens savent ce que c'est, savent où c'est, savent dans quel pays ça se trouve et savent comment ça s'appelle, ce qui est extraordinaire, alors que ça a été l'un des bâtiments les plus décriés, comme d'autres bâtiments l'ont été ensuite, mais il y a peu d'exemples de choses qui étaient à ce point honnies, détestées, vomies, et ensuite devenues une sorte de symbole absolu d'un lieu et d'un esprit. Est-ce que la Tour Eiffel est la première construction architecturale moderne, scandaleusement moderne au milieu de Paris? Parce que, bien sûr, après, on a la pyramide de la Tour de Louvre. Ça, c'est longtemps après. Défense. Pardon? La pyramide, c'est longtemps après. Scandaleusement moderne, oui, sans doute parce que ça ne servait à rien. C'est un geste artistique. Tous les autres monuments jusqu'à présent à Paris, même pendant les expositions universelles, c'était des grands hangars pour contenir des expositions. Ça avait une utilité. La Tour Eiffel, c'est juste une tour au milieu de Paris qui n'avait aucune autre raison d'être que le fait d'exister en tant que telle. Et alors d'ailleurs, la raison pour laquelle on l'a conservée, en fait, c'est que d'abord, ça a eu beaucoup de succès, donc ils se sont dit, bon, on va la démonter dans quelques années. Arrive la Première Guerre mondiale et en fait, c'est devenu une antenne qui a été très importante pour les relais radio. Et là, c'est le moment où on s'est dit, ah là, il faut qu'on la garde. Et puis, voilà, les gens s'y sont habitués. Mais effectivement, il n'y a pas de… On a eu beaucoup d'autres monuments qui ont fait hurler ensuite, mais qui a provoqué un tel scandale, non. Et surtout, parce qu'on a eu des tours qui ont été construites dans Paris, des endroits que je déteste, par exemple, comme la tour Montparnasse et tout ça, mais c'est quand même des lieux dans lesquels il y a des bureaux, des habitations et tout ça. La tour Eiffel, c'est juste un objet qu'on a planté au milieu de Paris avec une audace incroyable et qui n'avait pas d'autre utilité que juste de montrer ce qu'elle était, c'est-à-dire une prouesse architecturale extraordinaire pour l'époque. Il faut s'imaginer voilà, que c'était une époque où les conditions de ce qu'on voit dans le livre, les conditions d'exécution de ce monument, c'était une tour de 300 mètres. Il y avait ça nulle part ailleurs dans le monde. C'était le bâtiment le plus haut du monde et construit dans des conditions extravagantes et tout ça en 2 ans. C'est une suite d'exploits. C'est une suite d'exploits. C'est une prouesse technique. C'est une intuition géniale. Et bon, les gens ont fini par s'en rendre compte parce qu'une fois que les gens se sont montés là-haut, personne n'avait jamais vu Paris d'aussi haut. Donc, tout à coup, les gens ont même découvert leur ville par au-dessus. Il y avait eu les rares qui étaient montés dans des ballons. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore l'aviation. Donc, personne n'avait vu Paris d'en haut. Et tout à coup, les Parisiens ont découvert un nouveau point de vue. Et tout à coup, ils ont eu le point de vue des oiseaux. Et ça, c'était une révolution. C'est une raison pour laquelle je conseille la lecture de ce livre, parce que c'est étonnant à quel point et en quel sens la Tour Eiffel, c'est un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre d'abord, et tout d'abord du point de vue d'un ingénieur. Extraordinaire. Donc, c'est, bien sûr que maintenant on la voit beau, mais le côté vraiment très, très, très fort et étonnant de la Tour Eiffel, c'est le génie que Gustave Eiffel a mis. Le génie a construit quelque chose qui était impossible pratiquement à construire à ce moment-là, c'est ça. Puis c'est vrai qu'à chaque fois, lorsque quelque chose de très neuf vient s'implanter au milieu du classique architectural, c'est un rejet. Moi aussi, j'ai cette tendance à rejeter, à ne pas aimer, à me révolter. Cette histoire qui raconte, je ne sais pas, toute la dentellerie en acier qui a été à la base, qui a fait possible la Tour Eiffel, est-ce que vous l'avez aimé plus après avoir écrit le livre qu'avant? Parce que moi, j'aime plus la Tour Eiffel maintenant, après avoir lu ce livre.
Je ne sais pas, c'est un monument qui m'a toujours intéressé. J'aime beaucoup de toute façon, j'aime beaucoup l'architecture du 19e siècle. Moi, mon grand regret, la France ait rasé les fameux pavillons de Baltard, qui étaient en fait des grands pavillons métalliques qui occupaient le centre de Paris aux Halles, qui était le grand marché couvert de Paris. Ça a été rasé en 71. Et ça, c'est très, très dommage. Donc, mais cette grande architecture métallique du 19e est fascinante. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la Tour Eiffel, certes, c'est Gustave Eiffel, mais c'est aussi son atelier, c'est ses collaborateurs. Et c'est même pas lui qui a eu l'idée d'une tour. C'était deux architectes et ingénieurs de son atelier, de son cabinet, qui lui ont proposé en fait un pylône mais droit. Et c'est lui qui a eu l'idée de le galber, d'en faire effectivement comme un corps humain, comme un corps de femme. C'est ce qu'on voit dans le livre. Donc voilà. Et en fait, il a donné de la sensualité à ce monument, et c'est ça qui est étonnant. Mais voilà, en fait, cette œuvre d'art, on peut vraiment dire. Mais alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'était certes un monument moderne au centre d'un lieu ancien, mais en fait, il n'y avait rien là. C'était un champ. Il y avait l'école militaire au loin, mais c'était une friche. D'ailleurs, c'est une friche parce que c'est là qu'on a construit d'autres pavillons pour l'exposition universelle de 1889. Donc, tout autour, il y a eu d'autres structures, mais plus bas, des maisons, des petits palais, des pagodes, des minarets qui ont été construits pour l'exposition et qui ensuite ont été rasés. Et on a fait de même 10 ans plus tard, quand il y a eu l'exposition universelle de 1900, où là, on a aussi énormément construit. C'est le moment où on a construit le pont Alexandre III, le Grand Palais, le Petit Palais, lesquels sont restés, et énormément aussi de pavillons autour de la Tour Eiffel qui ensuite, eux aussi, ont été rasés. Et après, on a arrêté de faire des expositions et on a construit tous les immeubles qui sont aujourd'hui dans le 7e arrondissement de Paris, près de la Seine, qui sont des immeubles globalement construits entre 1900 et 1910. Et en fait, la Tour Eiffel, maintenant, et à part quelques monuments anciens, c'est le bâtiment le plus ancien du quartier, paradoxalement. L'histoire du 19e, 20e siècle, du passage entre les siècles en France, se combine avec l'histoire particulière de ce monument et aussi avec une histoire d'amour. On dit que Gustave Eiffel a été inspiré et qu'il a voulu construire cette tour aussi parce que c'est un symbole de son amour. Pouvez-vous nous dire quelque chose? J'ai une question ici. Si Oui. cette histoire était connue par les Français avant le film et le roman. Bon, alors ça, très honnêtement, là, on est dans la fiction, là, on est dans le roman, là, on est dans l'imaginaire. Ça donne une patine, ça donne du glamour et un peu de fantaisie à cette histoire. Il y aurait eu effectivement une jeune femme qu'il aurait connue dans sa jeunesse, voilà, qui s'appelait, voilà, dont le prénom commençait par un A, mais en fait, on n'en sait pas plus. Là, c'est l'idée d'origine du scénario, puis du film, puis du livre. Et là, c'est vraiment pour enjoliver, pour donner du glamour, si je puis dire, à cette histoire. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais c'est ça qui est amusant. C'est là où on peut s'amuser à jongler avec le vrai et le faux. Parce que Gustave Eiffel était un homme assez sérieux. C'était peut-être moins fantaisiste que celui qu'on voit dans le livre et dans le film. Et voilà, c'était un ingénieur, c'était un homme extrêmement rigoureux. Mais donc là, c'est l'histoire d'amour, c'est ce qui permet aussi aux gens de rentrer plus facilement dans l'austérité du personnage et dans la beauté de la construction de son monument. Oui, c'est une histoire d'amour impossible, en fait, soit qu'elle est réelle. Bien que j'ai vu des documents et des articles sur cette histoire, mais c'est une histoire d'amour impossible. J'ai une question générale. Croyez-vous que le bonheur que l'art se nourrit plutôt de la solitude et du sacrifice que de l'amour et de l'accomplissement personnel? Alors, ça, c'est une question extrêmement dense qui pourrait tenir sur 2 heures. Donc, une question, oui. De toute façon, il faut les deux. C'est pour ça que les artistes sont des gens très, très difficiles à vivre, même les romanciers. Il faut un mélange de solitude absolue et en même temps de complicité et de soutien et d'entraide et d'écoute, parce enfin, là, je parle en tant qu'écrivain, mais en tant qu'artiste, voilà, il y a des moments où on a besoin d'être seul,
narcissique, livré à nous-mêmes, totalement en tête à tête avec notre nombril et notre inspiration. Puis il y a des moments où on se sent totalement désemparé, on n'a plus de recul sur ce qu'on fait et on a besoin d'avoir une ou deux personnes dans notre entourage, qui sont généralement des personnes avec qui on vit et des personnes qui nous supportent parce qu'on est insupportable. Et donc, ils sont là pour nous rassurer, pour nous dire ce qui va, pour nous dire ce qui ne va pas, pour nous permettre de retoucher, de remettre pied dans le réel, de retoucher le quotidien, de pas juste être dans une sorte de tour d'ivoire ou dans un univers imaginaire, de pas être dans un monde parallèle. Donc voilà, en fait un artiste, il est tiraillé entre son imaginaire, sa créativité et le quotidien dans lequel il faut quand même avoir un pied parce qu'il faut vivre, il faut gagner sa vie, il faut avoir un contact avec le réel. On ne peut pas être un pur esprit parce que sinon, si on est totalement déconnecté, je pense que ça ne fonctionne plus. Il y en a quelques-uns qui y sont arrivés, mais à bien y regarder, je pense que il faut faire le va-et-vient entre les deux, sinon ça ne fonctionne pas, je pense. Écrire sur l'histoire et sur les choses passées, pratiquement restituer l'histoire, ne pas la laisser se perdre, ne pas la laisser tomber dans l'oubli. Dans quelle mesure cette restitution de l'histoire donne du sens au présent que nous vivons? Surtout, là, je parle une fois de plus dans mon cas, moi qui vis dans une ville comme Paris, qui est une ville qui existe depuis 2000 ans, qui a certes été modifiée, mais qui a quand même à garder toute une partie de sa structure d'origine, de son esprit, de sa circulation, même si Haussmann a beaucoup changé. En fait, quand on vit à Paris, on vit avec forcément un pied dans l'histoire de Paris, pour peu qu'on s'intéresse à cette ville. Donc la géographie des lieux fait que, pour peu qu'on s'intéresse un peu à l'univers dans lequel on vit, on a un pied à l'époque romaine, on a un pied au temps barbare, on a un pied au Moyen-Âge, on a un pied à la Renaissance, au grand siècle, à la Révolution française. Enfin, il suffit d'avoir un peu de culture et même juste de curiosité. Forcément, nous sommes le résultat de cette ville, de ce lieu. Hélas, il y a des gens que ça n'intéresse pas, qui prennent le métro, qui sortent, qui ne lèvent pas le nez pour regarder la ville admirable dans laquelle ils se trouvent, qui sont vissés à leur portable. Tant pis pour eux. Donc, pour contre, moi, je me nourris du passé. Je suis le résultat d'aborder de génération en génération, voilà, de gens qui ont fait que je suis arrivé là. Et je suis le résultat d'une sorte de psychogéographie de ce lieu dans lequel je vis. Je suis très, très, très conscient de la présence de cette ville autour de moi. Et pour moi, le passé me structure, me nourrit, me passionne. Et je l'avoue, je suis beaucoup plus intéressé par le passé que par l'avenir. Moi, mon grand fantasme, le rêve absolu, si on me demandait, si un génie arrivait en sortant d'une lampe en me demandant qu'est-ce que tu veux faire, je dirais, mais je veux pouvoir voyager dans le temps et voyager dans le passé. Avoir une petite capsule qui me permette d'aller voir ce qui se passait à telle époque, à Paris ou ailleurs, mais entendre, renifler le parfum de la ville au XVIIIe siècle, par exemple, savoir quelle était la voix de Louis XIV, enfin, toutes ces choses-là, c'est-à-dire ressentir physiquement ce qu'on ne connaît que par maintenant des tableaux, des livres, des histoires, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et que le passé puisse s'incarner. Alors, j'essaye d'incarner le passé dans mes romans et de l'incarner même de façon sensuelle, sensitive. Mais oui, pour moi, le passé, c'est ce qui me structure, ce qui, je pense, devrait structurer toute personne en fait un peu curieuse de l'endroit où il vit et du pays dans lequel il se trouve. En plus, on a la chance d'être dans une ville qui, même si elle a été souvent modifiée, a gardé beaucoup de stigmates de son passé, tant mieux, des ruines, des bâtiments. Paris est une des villes les plus riches au monde. Et c'est une ville qui a été beaucoup moins abîmée, beaucoup moins détruite que beaucoup d'autres villes dans le monde. Enfin, Paris et Rome sont pour moi les deux exemples de villes qui ont réussi à traverser les âges en conservant leur identité et leur intégrité, même si elles ont été modifiées. Et pour moi, j'ai la chance de vivre là. Et donc, pour moi, le passé est une nécessité et il faut c'est une ville qui se mérite. Quand on a la chance de vivre ici, il faut se mettre à la hauteur du monde de la ville dans laquelle on vit. Nous, les Roumains, on aimait déjà beaucoup Paris. Maintenant, avec cette lecture, on va l'aimer d'autant plus. Merci beaucoup. C'est un amour possible quand même, c'est ça ce qui est bien. Absolument. Pour moi, comme lecteur, lire, c'est une pratique de la liberté. Pour vous, comme auteur, qu'est-ce que ça veut dire écrire? Alors, ça veut écrire d'abord, c'est une raison d'être, une raison de vivre, une nécessité et un besoin quotidien. Si j'écris pas, j'ai des crises d'angoisse, je panique. Si j'ai pas une dose d'écriture quotidienne, je me sens mal. Donc, c'est devenu
une drogue au bon sens du terme. Je veux dire, j'ai besoin d'écrire comme j'ai besoin de manger, prendre un bain, m'habiller, tout ça. Donc, pour moi, ça fait partie de mon quotidien et c'est une nécessité. Et surtout, j'ai besoin, pour moi, d'inventer des histoires. C'est-à-dire, écrire, c'est une chose, mais j'ai besoin d'inventer des mondes. Alors, c'est peut-être un côté démiurgique où j'ai besoin d'inventer, de créer des personnages, pour ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre des personnages imaginaires réels et de les modifier à ma sauce. Tout ça est très, très, sans doute un peu mégalomane et narcissique, mais j'ai besoin en fait, tous les matins, j'ai besoin d'entrer dans un autre univers. Ce que je vous disais, cette double réalité, j'ai besoin d'allumer mon ordinateur et c'est comme si j'ouvrais la porte sur un monde parallèle dans lequel je vais m'installer pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures, qui est l'univers de l'écriture, l'univers du roman, l'univers de mon imagination créatrice. Puis après, j'en ressors, je le referme, mais je sais que le lendemain, je vais pouvoir y retourner. Et c'est aussi une forme de voyage dans le temps, sauf que c'est un voyage dans le temps qui est dans un temps imaginé par moi-même. Mais ça me permet juste, pour moi, l'écriture, c'est l'ouverture. Ça permet de passer de l'autre côté de l'écran au cinéma ou de l'autre côté du miroir comme chez Alice au Pays des Merveilles. Donc ça permet une extension du réel, une extension du concret. Ça permet d'aller plus loin. Ça permet de voyager tout en restant chez soi, dans sa propre tête. Quels sont vos projets à ce moment-là? Il y a un projet ou plusieurs? Les projets, j'en ai plein. Parce qu'en plus, avec le Covid, beaucoup de choses ont été stoppées. Donc, j'avais toute une série de livres à écrire qui sont finis. C'est-à-dire que j'ai un roman qui est sorti chez Albin Michel il y a un mois, qui est un roman sur l'histoire du cinéma, qui est aussi un mélange de vrai et de faux, qui est un grand roman qui s'appelle Ce que l'on sait de Max Stoppard, et en fait dans lequel j'ai mis en scène toute l'histoire du cinéma en France de 1895 à 1960, en fait du muet jusqu'à la nouvelle vague, et on passe par Hollywood, il se passe beaucoup de choses, et à travers j'ai imaginé une sorte de cinéaste qui aurait été le fil rouge de toutes les grandes découvertes du cinéma, mais qu'on aurait muselé, qu'on aurait empêché de devenir le grand génie qu'il était et qu'on fait disparaître mystérieusement pendant l'occupation. Voilà, donc j'ai creusé ce personnage pour en faire une sorte de biographie imaginaire qui me permet de mettre en scène toute l'histoire du cinéma européen pendant 50 ans. Ça, c'est sorti il y a 15 jours, enfin il y a un mois. J'ai pour projet aussi une biographie d'Arletty, grande comédienne française qui est très, très, très connue, surtout pendant la guerre, qui a joué dans des grands classiques comme Les Enfants du Paradis. Et ça, c'est un livre que j'ai écrit en fait en parallèle à mon roman, parce que j'aime bien, voilà, j'ai fait un roman sur le cinéma et une biographie. Et tout à fait autre chose, je prépare aussi une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux, chez Plomb en France, et je prépare un dictionnaire amoureux du mauvais goût. Oui, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est une sorte d'autoportrait et de livre à la fois comique et grinçant sur le thème du mauvais goût et du kitsch. Oui, donc encore plein de choses très différentes. Et puis, j'ai d'autres projets encore un peu flous. Donc, j'ai toujours beaucoup de choses sur ma table de travail. C'est le deuxième dictionnaire amoureux parce que vous avez déjà publié le dictionnaire amoureux de Paris. Absolument. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et je conseille à nos lecteurs de lire le roman Eiffel parce que je pense que je ne fais pas une faute en disant qu'il y a deux choses qui arrivent. Du coup, en commençant le livre, ils ne peuvent plus arrêter avant de la terminer. Et deuxièmement, ils vont certainement vouloir visiter Paris pour voir avec les nouveaux yeux Eiffel, tout en connaissant une histoire qui est beaucoup plus riche qu'on le croit à la première vue. Merci d'être chez nous et espérons que vous allez venir une fois en Roumanie. Avec grand plaisir. Gustave Eiffel a fait un hôtel en Roumanie, à Iași. C'est pas... Donc, je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. On vous attend à Bucarest et en Roumanie pour parler de vos livres. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.